sont menacés d'une manière grave et évidente, qui assurent les pouvoirs de la République, ce que De Gaulle a reproché à Lebrun de ne pas pouvoir faire. Bien sûr. Et donc, les institutions sont bien faites. Et ce que je reproche aujourd'hui à la classe politique, on est fantastique en France. On est le seul pays au monde à changer d'institution régulièrement. Je ne sais pas si vous jouez au football, mais si vous n'arrivez pas à mettre le ballon dans les buts, il y a deux solutions. Ou vous entraînez plus, ou vous agrandissez les buts. Eh bien, en France, on a agrandi la Constitution plutôt que d'essayer. Si les institutions ne fonctionnent pas bien, c'est d'abord par le fait de l'image que donnent les hommes politiques, de la politique. Quand vous avez, je prends un exemple, la loi. La loi, c'est le règlement intérieur de la France. La loi, sous les républiques précédentes, c'était clair, c'était précis, c'était bien écrit. La loi sur la séparation des églises et de l'État après le rapport d'Aristide Briand, la loi sur de Rousseau sur le droit d'association, sur le droit de grève, c'est clair, c'est précis. Vous avez deux chiffres. Il y a 10 ans, le nombre de caractères qu'il fallait pour transcrire dans le journal officiel les lois votées par les députés et les sénateurs, il fallait en gros 1 100 000 caractères. 10 ans plus tard, il faut 3 900 000 caractères. Les lois sont devenues du bavardage. On dit tout et n'importe quoi. On n'a pas la précision des mots. Et si la loi est contestée, c'est parce que le politique a perdu toute rigueur. Toute rigueur. Et aujourd'hui, comme on ne veut pas se corriger et corriger ses comportements, alors on modifie. L'un des grands problèmes de la République, c'est que le temps politique n'est pas le temps de la population et du peuple. Et que justement, on avait prévu dans la Constitution un article de contestation 49.3. Le 49.3, c'est pas l'absence de discussion, contrairement à ce que dit la gauche. C'est au contraire que vous pouvez discuter indéfiniment. Mais il y a un moment où le gouvernement dit « alors arrête ». Vous avez passé des heures et des heures à discuter, à vous chamailler. Il faut qu'on s'en sorte. Donc, voilà, je lis mon sort. C'était une réponse à l'efficacité. On veut le supprimer. Il y avait une autre disposition importante, qui était de dire, si un député ou un sénateur, dans l'examen du budget, veut des dépenses supplémentaires, il doit dire où il prend l'argent. C'est facile. On supprime. C'est-à-dire qu'on enlève toutes les contraintes parce que les hommes politiques n'ont plus la possibilité et ne veulent plus de contraintes. On tue les institutions. Et donc, nos politiques, sous l'influence des professeurs de droit qui adorent faire des colloques sur les modifications des institutions, moi je voudrais qu'il y ait un colloque avant de parler des institutions sur le comportement politique. Sur le comportement politique. Est-ce qu'on peut accepter? On avait, pour essayer de lutter contre l'abstention, prévu 2 sessions parlementaires. Une session d'octobre où on vote budget et une session de printemps où on vote les lois. On a fait une session unique. Ben, ils sont plus là. Eh bien, qu'on commence par s'interroger sur le comportement politique. Et puis j'ai eu quelque chose qui m'a ces jours-ci fasciné. Je regarde les questions d'actualité et je vois un mec, il était déjà vieux quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale. Il est encore là. Comment est-ce que vous voulez passer 50 ans de votre vie à quoi? À faire des lois? Et on a la conséquence, je l'avais dit dans un autre livre, ce que je ne pouvais pas dire, c'est que le jour où j'ai annulé une élection sénatoriale, il y a un sénateur qui est venu me dire
Mais c'est scandaleux. Vous avez voté une loi sur le non-dépassement des comptes de campagne pour les sénatoriales. Oui, mais ça ne s'appliquait pas à nous. Mais si. Quand j'annule les comptes de campagne d'un ancien candidat à la présidence de la République, alors que tous les autres présidents avaient vu les mêmes choses, la loi ne s'applique pas à eux. Si, je suis désolé pour Sarkozy, je lui ai annulé ses comptes de campagne, ça fait un drame, j'ai été... Mais non, il faut qu'on s'habitue dans ce pays à ce que les lois votées par les députés et les sénateurs s'appliquent à eux. S'ils font une loi sur le financement des campagnes électorales, c'est pas pour les petits cochons de la Corrèze, c'est pour eux. Et donc, si on veut que les institutions fonctionnent, commençons par avoir des règles de fonctionnement normales. Par rapport à la Constitution justement de la Ve République, elle ne prévoyait pas dans un premier temps la cohabitation. Et pourtant, elle a été appliquée en 86 et ensuite poussée à une autre reprise. Elle était envisagée déjà sous la Troisième République, puisqu'on avait un président qui pouvait être de gauche avec une chambre qui était de droite. Ça fonctionnait très bien, puisque ce n'était pas un régime, entre guillemets, présidentiel. Pour la cinquième, vous considérez que cette cohabitation, elle peut être une liberté ou que c'est une contrainte? D'abord, contrairement à ce que vous me dites, dans la constitution initiale de la Ve République, la cohabitation est envisagée. Je prends deux exemples. Vous avez le Premier ministre, chef du gouvernement responsable de la défense nationale, et le président de la République et chef des armées. Vous avez, dans les pouvoirs extérieurs, le gouvernement peut négocier des accords, les traités doivent être signés par le président de la République. Pourtant, c'est pas indiqué tel quel. Le terme de cohabitation n'existe pas. Non, le terme de cohabitation, mais on le voit bien. C'est vrai. On le voit bien. Donc, alors, la cohabitation, oui, eh ben, elle s'impose aujourd'hui, puisqu'il y a une versalité de l'électorat. Ben oui, il faut que les hommes politiques comprennent qu'aujourd'hui, on doit gouverner avec des tendances différentes. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si c'est un bien ou c'est un mal, mais c'est une réalité. On ne cache pas les réalités. C'est comme ça. Vous avez... mais vous l'avez partout. Quand dans un département, je vois, j'ai été élu député. Le maire d'Évreux était communiste. Mais le maire d'Évreux, quand il se présentait contre moi, il était battu. Et moi, quand je me présentais, j'ai fini par le battre, mais quand je me présentais contre lui, j'étais battu. Parce que l'électorat a des appréciations différentes. Bon, ben c'est comme ça. Non, je crois qu'on a abîmé les institutions de la Ve République. On les a abîmées par le quinquennat. Par le quinquennat, parce que il faut laisser, c'est un peuple français, nous sommes très difficiles à gouverner, il faut laisser du temps. Et on est en train de les tuer avec les primaires. Enfin, les primaires se tuent toutes seules, ça ne va rien. C'est-à-dire que quand vous avez 5 ans, le président de la République est élu, il y a d'abord au moins 3 mois ou 4 mois où il faut attendre l'élection des députés. Et puis au bout de 3 ans, alors on est parti dans les primaires. Mais ce qui me préoccupe, parce que ça c'est l'influence américaine, c'est que on voit avec les primaires et les campagnes électorales présidentielles rentrer le pouvoir de l'argent. Car quand il y avait un financement que l'État pouvait prévoir pour la campagne présidentielle, alors c'était clair, on contrôlait. Mais le Conseil constitutionnel ne va pas aller contrôler le financement des partis politiques. Or, il faut savoir que tous les candidats qui se présentent, qui sont présentés aux primaires et qui se présentent, auront passé plus de temps, jusqu'à présent, à lever des fonds qu'à essayer de convaincre les électeurs. Il y a un vrai problème, car on est en train de tuer la République par les problèmes financiers. Revenons à l'essentiel. Il y avait une sélection qu'on a augmentée, puisqu'au début c'était 100 personnes, le représentant du département, on est monté à 500 élus. Je l'ai rendu plus compliqué, puisque les maires doivent envoyer individuellement leur soutien
directement au Conseil et ne passe pas par les partis politiques. Donc ça, je l'ai voulu. 500 personnes représentant 30 départements. Ce n'est pas quelque chose de facile. Restons là. Après, l'élection présidentielle, c'est une rencontre entre un peuple et un homme. Or, aujourd'hui, nous avons institué avec les primaires des élections à 4 tours. Les 2 tours des primaires, puis on repart. Ça veut dire que depuis 18 mois, la France est paralysée. On ne fait plus rien. Or, nous sommes dans une guerre économique. Les nations ne se font pas de cadeaux. Et nous, alors on se paye le luxe d'avoir sur un mandat de 5 ans, pratiquement 2 ans où on est en campagne électorale. C'est pas possible. Dans le dictionnaire, vous avez donc 117 entrées. Vous commencez par abolition, vous terminez par Zola. Alors bien sûr, c'est le jeu de l'alphabet. Mais quand même, abolition, c'est un mot fort. Oui, ça a été un symbole. Pour moi, c'était la première rencontre de la République, l'abolition des privilèges. C'est l'abolition de la peine de mort. C'est très fort. Et qui a incarné ce combat? Victor Hugo. Et Victor Hugo n'a pas toujours été républicain. Mais Zola qui a donné, car ce qui est très important dans la République, c'est qu'il y a eu un apport extraordinaire des écrivains, des poètes, Anatole France, Zola, Lamartine, Victor Hugo, il y en a beaucoup d'autres. Je rêve de faire un deuxième tome. Malraux. Donc, la dimension humaine de la République, ce sont ces hommes-là. Romain Gary qui est aux obsèques du général. Oui, Romain Gary qui a écrit un livre extraordinaire, qui est le plus beau livre que j'ai lu, c'était Le Chien Blanc. C'est-à-dire que voilà l'histoire, parce que c'est l'exemple du racisme et de l'antisémitisme. Voilà un chien policier qui est le chien d'un policier blanc, et le policier blanc entraîne ce chien à mordre les noirs. Le chien arrive à la fin de sa vie de chien policier. Il est vendu. Qui l'achète? Un noir. Et qu'est-ce que fait le noir? Il apprend à ce chien à mordre les blancs. C'est ça le fond. On est là aujourd'hui. C'est pour ça que le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, ce sont les cancers qui rongent la République. Parmi ces entrées du dictionnaire, s'il en était une qui vous est plus personnelle, alors bien sûr il y a votre père, mais c'est quelque chose qui était plus personnel, bien sûr peut-être votre père, non? Il y a peut-être autre chose qui vous a tenu à cœur, une entrée de dictionnaire qui n'était pas forcément imaginée par l'éditeur lui-même, que vous avez souhaité vraiment... L'éditeur, il n'a rien imaginé. Il n'a rien imaginé du tout, bon d'accord. Non, moi parce que je travaille beaucoup en ce moment, c'est l'itinéraire de Simon Debré, c'est l'histoire itinéraire d'un juif qui a choisi la République. Qui a choisi la République et qui a choisi la tolérance, le respect des autres, et dont les enfants vont se marier à des catholiques. Et moi j'ai un souvenir d'enfance, quand on visitait une ville, un quartier de Paris avec mon père et ma mère, nous rentrions partout, aussi bien à l'église qu'au temple qu'à la synagogue. Et il le faisait exprès, probablement, pour nous montrer que le culte, on ne doit pas exclure qui que ce soit. Et que j'ai appris la laïcité comme ça. La laïcité, et comme d'ailleurs le voulait Aristide Briand, hein, la séparation d'Église et d'État, ce n'est pas, c'est pas Combes, hein, c'est pas le père Combes, c'est, il y a une séparation entre l'État temporaire et le spirituel. L'État doit garantir à chacun la possibilité de croire ou de ne pas croire. Comme en France, tout finit par des chansons, et puis je vais peut-être laisser la parole au public. Au peuple. Le public, hein, j'ai pas dit ça. Comme tout finit par des chansons, quel est votre sentiment vis-à-vis de notre hymne national, vis-à-vis de la Marseillaise? Parce que vous en parlez dans les chants républicains, c'est un chant très important, qui est un chant guerrier, proclamé à Strasbourg, et puis qui a été repris par les Marseillais lorsqu'ils sont montés à Paris.
Comment vous le considérez aujourd'hui, cet hymne? Alors je le considère comme étant d'ailleurs, c'est une particularité, c'est le seul chant constitutionnel. Donc, je vous le dis, si vous voulez changer les paroles, il faut une réforme de la Constitution. Écoutez, moi j'ai un téléphone portable. Alors, j'ai plusieurs chants. J'ai la Marseillaise quand c'est les gens de droite. J'ai l'Internationale quand c'est les gens de gauche. Quand c'est un candidat à la présidence de la République, c'est je me voyais déjà. Et quand c'est un député ou un sénateur, c'est l'opportuniste du tronc. Moi, la Marseillaise, j'ai toujours une grande émotion. Quand enfant, on entendait la Marseillaise, mon père nous faisait lever. Nous faisait lever et jamais on n'aurait parlé sur la Marseillaise. J'ai été élevé comme ça, je ne suis pas mort. Alors, et je fais la même chose à mes enfants et mes petits-enfants. Quand la Marseillaise. Pourquoi? Parce que c'est le symbole de la République. J'ai des souvenirs d'enfants très forts. D'abord, tous les 18 juin de tous mes souvenirs d'enfance, nous allions au Mont Valérien. Il n'y avait personne. Le général n'était pas au pouvoir à cette époque-là. Et nous, à 5 ans, 6 ans, on ne comprenait pas. Mais on était là. Et qu'est-ce que je me souviens d'un grand général qui passait dans un silence absolu. Et puis tout d'un coup, le chant des partisans, où je voyais des femmes et des hommes qui pleuraient. Pourquoi ils pleuraient? Parce que c'est la grande interrogation de ces femmes et de ces hommes, de la résistance intérieure. Pourquoi eux ont survécu et que leurs copains n'ont pas survécu? J'ai essayé plusieurs fois d'interroger mon père sur cela, mais j'ai tellement senti que c'était tellement douloureux. Je me souviens, il m'avait raconté que ils avaient été arrêtés dans l'Ouest, et la police de Vichy les emmenait vers le camp de Pithiviers. Et à Orléans, dans ces circonstances, tous ces résistants, tous qui étaient jeunes, 18 ans, sautent du camion, s'en vont, et les miliciens tirent. Et ils voient ces deux copains tomber. Je pense, mais il n'a jamais voulu parler de ça. Pourquoi la balle ne l'a pas atteint et a atteint ses copains? Je crois que c'est l'interrogation fondamentale. Et quand on se retrouvait au 18 juin, je voyais tous ces hommes et ces femmes importants pleurer. Quand nous allions en vacances, je me souviens, en Vendée, systématiquement, nous nous arrêtions dans la forêt de Châteaubriand où des jeunes ont été tués. Je n'ai su que très tard que c'était des jeunes communistes. Parce que pour mon père, ce n'était pas une question. Quelle que soit leur appartenance politique, ils étaient morts pour la France. Et on s'arrêtait là. C'est ennuyeux quand vous avez envie d'aller vous baigner, vous avez 6 ans, on ne comprenait pas très bien. Mais chaque année, on s'arrêtait là. Chaque année, lorsqu'on passait à Angers, mon père a libéré Angers à la tête de ses résistants. On avait le droit au parcours qu'avaient fait les résistants. Et je ne comprenais pas. Et donc, j'ai été élevé dans 2 chants. Le chant des partisans, magnifique chant, qui encore aujourd'hui, et la Marseillaise. Car tout d'un coup, la Marseillaise, c'est l'hymne de la joie. C'est on a gagné, on triomphe. Chant de partisans, on souffle, on y va, et tout d'un coup, la Marseillaise. Et c'est la Marseillaise qui nous rassemble. Et chaque fois que j'entends la Marseillaise, pour moi, c'est une très grande émotion. Ce sont les 2 chants que j'aime dans la République. Et voilà. Et quand j'étais maire d'Évreux, qu'on allait devant le monument aux morts, je demandais au professeur de faire chanter les 2 chants.
Parce que le chant des partisans fait comprendre à ces jeunes combien la République est fragile et combien il a fallu d'hommes et de femmes de tout